Cette vidéo va nous permettre de définir une notion très importante en physique qui est l'énergie. L'énergie est indispensable à nos actions quotidiennes. Elle permet de réaliser des actions comme s'éclairer, se chauffer, se déplacer et tout simplement rester en vie. Elle est contenue dans des piles ou des batteries. Elle semble s'écouler dans les fils électriques pour alimenter nos précieux appareils. Elle est cachée dans les aliments qu'on mange, le carburant qui fait rouler les voitures ou voler les avions. Elle se trouve dans des ressources comme le pétrole, le charbon, l'uranium. Elle rayonne du soleil et elle est transportée par le vent ou l'eau. Elle s'épuise parfois, se renouvelle également, on la produit, on la transporte, on la consomme. Elle est précieuse et il faut l'économiser. Ce vocabulaire que j'ai employé pour décrire l'énergie ne dit strictement rien sur sa nature. En revanche, il semble suggérer que l'énergie est une sorte de substance présente dans les objets matériels. Elle serait stockée dans la matière et en constituerait l'essence. Ce serait une sorte de fluide qui s'écoulerait d'un objet à l'autre et qui surtout serait la cause de tous les phénomènes et de toutes les transformations. Eh bien en fait, rien ne pourrait être plus faux. Vous devez vraiment comprendre que même si nous parlons de l'énergie comme s'il s'agissait d'une substance concrète qui existe dans la nature, et les physiciens eux-mêmes le font, en réalité, l'énergie n'est pas une chose matérielle, mais il s'agit d'un concept abstrait. Dit autrement, on ne peut pas la toucher, la détecter ou la mesurer directement, tout simplement parce qu'elle n'existe pas dans la nature comme existerait un atome. Alors ce n'est pas forcément évident à comprendre parce que tout le monde parle de l'énergie comme si elle existait vraiment. Mais on l'évoque ainsi tout simplement parce que c'est plus pratique et non pas parce que c'est réel. Par exemple, on dit bien que le soleil se lève ou se couche, alors que nous savons que ce mouvement apparent est lié à la rotation de la Terre. Le soleil ne monte pas et ne descend pas par rapport au sol. Pourtant, cela ne dérange personne de décrire le soleil comme si c'était le cas. Et c'est d'ailleurs plus pratique pour communiquer. L'important, c'est de ne pas croire que le soleil monte et descend. Pour l'énergie, c'est la même chose. Ce n'est pas une substance contenue dans les objets et qui s'écoulerait d'un objet à l'autre quand ils interagissent. Pourtant, nous allons en parler comme si c'était le cas. Mais vous devez garder à l'esprit que ce vocabulaire employé pour parler de l'énergie ne dit rien sur sa nature réelle. Alors, tout cela étant dit, nous n'avons pas encore donné une vraie définition, mais seulement expliqué ce que l'énergie n'était pas. Comment alors comprendre ce qu'est l'énergie ? L'énergie est un concept qui est bien pratique pour décrire les phénomènes physiques, mais il n'est cependant pas indispensable d'utiliser ce concept si on veut faire une telle description. On peut tout à fait décrire les phénomènes en termes d'interaction entre objets, en termes de force ou de champ et de mouvement. D'ailleurs, Newton ou Galilée ne parlaient pas du tout d'énergie, et le concept en physique a émergé seulement au XVIIIe siècle, au moment de la révolution industrielle, grâce à l'invention de la machine à vapeur et de l'émergence d'une science nouvelle appelée thermodynamie. Pour décrire un système physique, on peut mesurer divers paramètres, comme sa position, sa vitesse, sa température, sa masse, etc. Lorsque le système est isolé, c'est-à-dire lorsqu'il n'interagit avec rien, ces paramètres restent constants et on dit que le système n'évolue pas. Mais lorsqu'il interagit avec un autre objet par l'intermédiaire de forces, cela va modifier son état. Par exemple, une force peut modifier la vitesse d'un objet. Ceci est traduit par la seconde loi de Newton, par exemple, qui permet de déterminer la nouvelle vitesse d'un objet après qu'une force lui ait été appliquée. Pas besoin d'énergie pour prédire l'état ultérieur du système. Il est néanmoins possible, à partir de ces grandeurs physiques, de calculer une certaine quantité, un nombre, dont l'unité serait en joules, ou de manière équivalente en kilogrammes mètre carré seconde moins 2, et dont la valeur nous indiquerait à quel point l'objet étudié est capable de se transformer ou d'influencer un autre objet. Cette grandeur, obtenue par un calcul, sera appelée énergie de l'objet. Prenons l'exemple d'une pomme lancée en l'air. Elle possède une certaine vitesse au moment du lancer. La vitesse initiale, à l'instant t égale 0, est un paramètre qui caractérise l'état de la pomme à ce moment-là. À partir de la valeur de la vitesse initiale, il est possible de calculer une quantité appelée énergie cinétique. On constate après calcul et mesure que plus cette énergie cinétique est grande,
et plus la hauteur maximale atteinte par la pomme est élevée. La valeur de l'énergie cinétique initiale est donc une indication de la façon dont la position de la pomme peut être modifiée au cours du temps. Autrement dit, la pomme a une énergie cinétique qui est définie par sa formule et qu'on peut calculer, à la suite de quoi la valeur de cette énergie nous permet ensuite de savoir jusqu'à quelle altitude la pomme peut monter. Une pomme de 100 grammes qui possède une énergie cinétique initiale de 1 joule par exemple, va monter à une hauteur de 1 mètre. Tandis que si on doublait l'énergie cinétique, eh bien la hauteur va également doubler. Mais attention, faites bien cette distinction, ce n'est pas l'énergie cinétique qui fait bouger la pomme. L'énergie cinétique ici n'est qu'un nombre, une mesure, un indicateur en quelque sorte de ce que la pomme peut devenir dans le futur. L'énergie n'est pas une quantité qu'on peut mesurer directement. Elle n'est définie que par les diverses formules mathématiques qui la relient aux autres grandeurs physiques du système. Simplement, calculer l'énergie d'un système n'est pas forcément utile en soi si cette quantité n'obéissait pas à une propriété très intéressante, qui est le principe de conservation de l'énergie. Lorsqu'on étudie les transformations physiques, on observe en effet que la quantité d'énergie ne varie pas de manière aléatoire, mais vérifie les propriétés suivantes. Tout d'abord, lorsqu'un objet est isolé, c'est-à-dire qu'il ne subit aucune interaction, tous ces paramètres physiques restent constants, donc la quantité d'énergie qu'on calcule à partir de ces paramètres reste également constante. Ensuite, lorsqu'un objet A interagit avec un objet B, leurs états vont être modifiés, ce qui se traduit par une variation de l'un ou l'autre de leurs paramètres physiques. Le calcul de leur énergie montre que celle-ci varie également. Par ailleurs, on observe que lorsque l'énergie de A augmente d'une certaine quantité, alors l'énergie de B diminue d'exactement la même quantité. Et globalement, le système constitué par A et B étant isolé, l'énergie totale de A plus B reste constante. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. Tous les phénomènes physiques qu'on a pu observer à ce jour vérifient ce principe. Dans la suite du cours, nous allons étudier un à un des exemples particuliers de transformations physiques, et à chacune de ces transformations, nous allons associer une forme d'énergie et une formule mathématique pour calculer cette énergie. On va étudier notamment d'abord le changement d'état qui met en jeu l'énergie thermique, ensuite les changements de mouvement, d'altitude et de vitesse par exemple, qui sont associés à l'énergie mécanique. On verra la combustion, qui met en jeu une réaction chimique au cours de laquelle l'énergie chimique est convertie en énergie thermique. Et enfin, on étudiera les phénomènes de transport et de conversion d'énergie dans les circuits électriques grâce à l'énergie électrique. Pour résumer, voici les points que vous devez retenir. L'énergie n'est pas une substance ou une chose, mais une propriété de la matière, un concept abstrait. C'est une quantité exprimée en joules qu'on associe à un système physique et qui se calcule à partir des paramètres physiques qui décrivent ce système. Ce n'est pas une quantité qu'on peut mesurer directement. Tous les phénomènes physiques sont associés à une forme d'énergie et toutes les transformations peuvent être décrites par une variation d'énergie. Au cours d'une transformation, l'énergie totale d'un système vérifie un principe de conservation. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Finalement, à quoi sert l'énergie ? Alors, le calcul de l'énergie et l'application du principe de conservation vont nous permettre d'étudier un système physique et en particulier de prédire l'évolution ultérieure du système suite à une transformation qu'il subirait.